Alors, Président Bandakani, de voir que les États africains de la sous-région Afrique centrale, les pays voisins, la Guinée équatoriale, se sont dépêchés, voilà, sont allés en Guinée équatoriale, bien évidemment, pour montrer leur solidarité envers le peuple équato-guinéen. Qu'est-ce que ça évoque au préalable? Mon cher Tony Michael, ça évoque une chose, c'est que nous ne perdons pas notre temps ici. Et que les dirigeants d'Afrique centrale, les dirigeants africains, ceux d'Afrique subsaharienne, contrairement à ce que peut laisser croire les apparences, marchent avec nous, sont dans la dynamique et sont conscients des enjeux. Tout ça signifie. Ce mardi, à une émission que j'avais eu l'honneur de participer à vos côtés ici, nous avons sonné la cloche ici. Nous avons dit que la Guinée est attaquée, c'est le Cameroun qui est attaqué, c'est le Tchad qui est attaqué, c'est le Gabon qui est attaqué et c'est le Congo-Brazza qui est attaqué. Nous avons dit que le président Obiang étant attaqué, c'est le président Biya qui est attaqué, c'est le président Déby qui est attaqué, c'est le président Sassou, c'est le président Bongo qui est attaqué. Dès le lendemain, il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement. Mais nous ne pouvons que nous réjouir. Nous ne pouvons que saluer cela. Avant cela, nous avons déjà eu à signifier ici plusieurs fois que, sans faire beaucoup de bruit, les dirigeants d'Afrique centrale travaillent ensemble. Ils travaillent dans la sagesse et dans l'intelligence parce que ils font face à un sabotage géopolitique insidieux de la part d'une puissance qu'on appelle la France, qui a infiltré les administrations à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer et qui sabote le travail. Dans un tel contexte, il faut travailler intelligemment, il faut travailler le jour et savoir travailler la nuit. Donc, les dirigeants d'Afrique centrale sont dans cette dynamique-là. Nous avons cité plusieurs dynamiques ici, depuis 2 ou 4 ans, qui démontrent que les chefs d'État sont en phase avec la dynamique historique panafricaniste qui est en cours sur le continent en général et en particulier dans la région Afrique centrale. Voilà une énième preuve. Vous avez vu ce ballet diplomatique où le discours diplomatique, le discours des plénipotentiaires envoyés par les chefs d'État est inédit en Afrique centrale. On n'avait jamais vu franchir ce niveau-là. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Vous avez vu ce qu'il a dit. Vous avez écouté le ministre, l'envoyé du président Bongo. Le Cameroun n'a pas besoin parce que le président Biya a pris celui de stopper ce coup d'État. Et en prenant celui de stopper ce coup d'État, le message est clair. Il parle à qui? Il parle à ceux qui sont derrière ces mercenaires. Il parle aux Occidentaux, même s'ils ne les citent pas. C'est une responsabilité immense, c'est un engagement. Donc nous devons saluer toute cette dynamique-là et dire que, et cela est encourageant. Nous demandons, sans donner les ordres à nos dirigeants, qui savent ce qu'ils ont à faire, un sommet extraordinaire de la CEMAC ne serait pas du tout. Un sommet extraordinaire pour consacrer cette dynamique et consacrer la solidarité de façon diplomatique, officiellement, la solidarité de toute la sous-région derrière la Guinée équatoriale serait important pour déclencher une internationale diplomatique. Parce que cette affaire de la Guinée, Tony Michael, mais ça pose le problème de notre présence à l'ONU. Je ne parle même pas de l'Union africaine. Pour l'instant, nous sommes à l'Union africaine, pas plus tactique. Le moment venu, on va détruire l'Union africaine. Une véritable organisation africaine va émerger. Mais, mon cher Tony Michael, la Guinée équatoriale n'a pas les arriérés de cotisation à l'ONU. La Guinée équatoriale n'est pas un État délinquant ni un État voyou. Comment est-ce qu'on peut agresser un pays aussi de façon répétée? On confisque l'avion du président. Un pays confisque l'avion d'un pays membre des Nations Unies sur la base de rien du tout. L'ONU n'a rien dit. On ne dit rien. Et quand ça monte, le secrétaire général de l'ONU fait la comédie, il envoie un émissaire. Il est où depuis? Alors que la souveraineté d'un pays est violée au vu de tout le monde. Les immunités diplomatiques, les conventions diplomatiques sont violées depuis au moins 4 ou 5 ans sur le cas de la Guinée. L'ONU ne dit rien. Donc, au-delà de cette dynamique qui est en œuvre, de cette solidarité sous-régionale qui est extraordinaire pour laquelle nous félicitons les chefs d'État, nous demandons en toute modestie un sommet extraordinaire de la CEMAC. Nous pensons que le président Déby, qui est en exercice à cette présidence, est en train de faire des consultations et il tirera toutes les conséquences. Parce que ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut déclencher une dynamique diplomatique de niveau international pour stopper cela. Et les conditions sont réunies. D'accord. Et on a constaté, parlant de cette déstabilisation, parce qu'on est aussi en train de décrypter les stratégies mises en place par les déstabilisateurs, bien évidemment pour atteindre les pays africains. On passe par les mercenaires parfois, mais on passe aussi, surtout par l'opposition de ces pays-là. On passe aussi par les rebelles de ces pays-là. On a le cas de la Centrafrique dernièrement avec Noureddin Adam, par exemple, qui a ouvertement menacé le président
centrafricain de déstabiliser son régime. Et donc on passe par tous ces stratagèmes-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières de déstabiliser un pays? Est-ce que l'Occident qui a envie de déstabiliser les pays a d'autres qu'on pourrait peut-être décrypter ici, là, qu'on pourrait mettre en exergue ici pour donner la possibilité aux uns et aux autres de comprendre exactement comment est-ce que ça se passe généralement? C'est une vieille tradition, mon cher Tony Michael. Les méthodes, peut-être, les formes évoluent, mais la méthode ne change pas. Ils ont l'Amérique, par exemple, si on prend le cas de l'Irak, qu'est-ce qu'on a vu? On en a vu la modification du droit international. Ils ont changé le droit international en introduisant des concepts inacceptables en droit international. Les concepts d'État voyou, c'est-à-dire un autre pays décide d'appeler notre pays État voyou sur des considérations purement unilatérales et purement intérieures. Les États-Unis l'ont fait. Après, donc, ils ont inventé le concept de guerre préventive, c'est-à-dire que les États-Unis sont capables de déclarer la guerre à un pays qui ne leur a rien fait sur la seule base que eux, ils décident que, sur la base de leurs intérêts, que c'est une menace pour la sécurité des États-Unis. Et ça a créé le problème aux États-Unis. Il y a un général, le général Wesley Clark, qui a démissionné. Il a dit, mais c'est pas possible ça. C'est quoi ça? Ça a conduit à l'Irak. Ça a démoli l'Irak pour installer le terrorisme. Ça veut dire quoi, Tony Michael? Lorsque le mur de Berlin tombe, on est en 89. Je vous ai dit ça ici, le président russe de l'époque, Gorbatchev, il dit aux Occidentaux, il dit à Reagan, je vous fais un terrible cadeau. Vous n'aurez plus d'ennemis. Autrement dit, il est en train de dire au complexe des renseignements militaro-industriels américains que vous n'aurez plus le prétexte qui justifie tout le mal, les crimes que vous faites au nom de la lutte contre l'Union soviétique. Il leur a dit ça. Mais directement, il fallait que ce complexe de renseignement et ce complexe militaro-industriel, le plus grand complexe militaro-industriel de toute l'histoire de l'humanité, de Michael, il fallait que ce complexe se trouve un ennemi. À défaut de le faire, comment devait-il justifier sa résistance même à l'intérieur des États-Unis? Un tel complexe aurait pu se retourner même contre les Américains. On ne va pas revenir sur M. Hoover, l'ancien directeur du FBI. Il a dirigé le FBI pendant combien d'années? Et c'était un monstre, ce monsieur. Il avait installé, c'est-à-dire c'était un terroriste avant la lettre aux États-Unis, de façon officielle directeur du FBI. Donc, il fallait donc inventer rapidement un ennemi. Et on a donc commencé à créer les mécanismes pour le faire. Ça, c'est la première tactique. Une fois la guerre du Golfe enclenchée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé une nouvelle tactique. C'est quoi la nouvelle tactique qu'ils ont inventée? Ils ont commencé à privatiser la sécurité. C'est-à-dire la sécurité qui est un domaine régalien de l'État. Ils ont privatisé cela. C'est-à-dire que des anciens militaires, des anciens agents de la CIA, des anciens militaires qui ont fait carrière, des grands de l'armée, peuvent créer des sociétés où désormais ils vont privatiser les prestations en matière de sécurité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'intérieur, donc, l'État lui-même abdique, transfère, vend, marchandise, un pan du service public, à savoir la sécurité, qui est un domaine régalien, sans l'accord, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ils décident comme ça, on crée une législation, on dit que désormais, les sociétés privées peuvent faire de la sécurité, Tony Michael. En matière de démocratie, en matière de droit, c'est un scandale. Mais vous savez qu'on nous dit que sur la démocratie, c'est passé. Alors, à défaut donc de faire la sécurité, quand ils ne font pas le gardiennage, quand ils ne font pas les services pour tromper les gens, leur travail c'est quoi? C'est de servir de couverture aux actions des services secrets à l'étranger. C'est de sous-traiter donc à ces services, à ces services de sécurité des actions qu'on ne veut plus assumer officiellement. C'est le rôle que ces services de sécurité jouent. Lorsque l'opération réussit, tant mieux. Quand ça rate, ça devient une affaire diplomatique. L'État maintenant va entrer en scène pour venir extirper ces gens-là du bourbier dans lequel ils se sont trouvés. Donc voilà notre mécanisme. Ça permet donc de moderniser l'action de ce qu'on appelle les mercenaires. Vous savez, ici en Afrique, un bon bout de temps, on a eu un mercenaire officier qu'on appelait Bob Denard. Il était devenu, il avait envahi le Comore. Et c'était un mercenaire. Quand il a fini sa carrière, on a voulu le mettre en prison. Il a dit que si on l'enferme, il va dire tout ce qu'il a fait pour le compte de l'État français. Bob Denard, il est mort comme ça. Il a dit, de façon publique. Donc, ce type de mercenariat, il fallait le moderniser. Il faut le moderniser. Il faut lui donner des visages actuels. Alors, c'est comme ça que vous avez vu donc la France, qui est dans une dynamique géopolitique avec les États-Unis, dans le cadre de leurs alliances occidentales, la France est en première ligne dans les pays africains. On donne les éléments précis. Vous vous souvenez de l'affaire L'Arche de Zoé, au Tchad. Des bandits viennent voler les enfants au Tchad. Et parmi ces bandits, il y avait le frère d'un monsieur qu'on appelle Sarkozy. On les attrape. La justice tchadienne dit le droit. M. Sarkozy dit qu'il va venir chercher ces gens-là
au Tchad. Quel que soit ce qu'ils ont fait. Déby résiste. En 2 jours, une rébellion est aux portes du palais en N'Djamena. Dès qu'ils libèrent ces blancs, la rébellion a disparu. Tony Michael, pourquoi ils sont partis où? Ils sont partis où? Ils n'ont jamais disparu. Alors, la Séléka de M. de Todja en Centrafrique s'est construite en combien de temps? En 2 jours, on a levé une armée. Il venait d'où? Et qui les parrainait? De Todja est aujourd'hui libre. Il a dit que si on le touche, il va parler. Il est là, il est tranquille. Non seulement il a volé de l'argent en Centrafrique, il a volé de l'or et tout, il est tranquille, il est là, il est quelque part au Bénin, il circule tranquille. Il a dit que si on le touche, il va parler. Il menace qui? Tout le monde sait, c'est la France. Lorsqu'un monsieur comme Noureddine Adam, dont vous venez de citer, menace un chef d'État, sous le regard de la MINUSCO, vous croyez qu'il compte sur quoi, Tony Michael? Et nous saluons la réaction de l'État du Cameroun, qui l'a averti immédiatement. Mais il compte sur quoi? Qui est son protecteur? Qui est le parapluie? J'avais signalé ici, lorsque l'ONU a fait son rapport bidon pour accuser le président Déby et le Tchad, j'avais signalé ici les liens que M. Noureddine Adam avait avec les agents des Nations Unies. J'avais signalé ici. Donc voilà un monsieur qui parle comme ça. Il est à la tête d'une milice. Et tout le monde sait, il menace ouvertement un président qui a été élu, parlons comme ça, par une élection organisée par la communauté internationale. Personne ne dit rien. Prenez la rébellion du Nord Mali. Elle a été montée comment? On a prouvé les populations Touareg qui circulent sur toute la bande là, qui va le Niger jusqu'au Mali, toute la bande de Sahel, ils circulent là-bas, c'est leur territoire historique. On les appauvrit après, on les convertit dans des trafics, et après on les convertit en rebelles. Et ils sont réussis à les leader par qui? Par M. Sarkozy. Tout le monde entier a vu. Et on a vu la rébellion du nord du Mali. En Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, on nous a dit que Soré et Ouattara étaient des grands militaires, mais qui les protégeaient? On a vu une ligne d'interposition qui a été mise en place. On a vu comment on a fait une réunion à Marcoussi, où un petit ministre, Dominique Développeur, entrait dans la salle. Le président, M. Ouattara, s'est levé comme s'il avait affaire à un patron. Et on imposait pour dire à M. Gbagbo, tu mets comme ministre des rebelles. Donc, à partir de ça, les miliciens, le cas de la LRA, de M. Joseph Kony, les Américains le cherchent depuis 100 ans, Joseph Kony. Or, il sert de prétexte. Et nous avons le document, Tony Michael, où, dans la stratégie américaine, on dit, il ne faut pas arrêter Kony vite. Il faut qu'il serve de couverture pour qu'on installe l'Afrique comme en Afrique. Les documents, moi je les ai. Les documents existent. Alors, on fait semblant de le chercher. M. Kony vit encore jusqu'à aujourd'hui. Et son armée vit comment? Il se cache où? Qui le protège? Et c'est que là, il a mis ses éléments jusqu'en Centrafrique, alors nous parlons. Joseph Kony, qui le protège? Qui l'encadre? Et il sait qui? Vous avez des miliciens qui opèrent en RDC, mon cher ami. Sous le couvert de qui? Donc, toute cette bande d'armées qui sont là sont protégés par la France. Parce que dans la théorie géopolitique, vous ne pouvez pas opérer dans, entre guillemets, le précaré, n'est-ce pas, d'une puissance, sans être protégé par cette puissance. C'est impossible. Les chasses gardées, comme le Nina dit, sont terminées sur le plan économique, mais les chasses gardées géopolitiques existent encore. C'est impossible que vous opérez dans le précaré d'une puissance comme la France, parlons comme ça, sans avoir l'appui de la France. C'est impossible. Et ces bandes armées circulent et sont protégées. Il y a un monsieur que l'État du Cameroun avait arrêté, M. Guérandi. Il était au cœur du recrutement des militaires qui ont constitué la rébellion ivoirienne. C'est un ancien officier camerounais qui était sous la protection de M. Comparé. Ce travail, il s'apprêtait, il le faisait encore pour Boko Haram, avant que l'armée camerounaise le capture. Qui le protégeait? Quel était le lien de Guérandi avec les services secrets français? C'est connu, Tony Michael. Donc ce qu'on est en train de voir là, ça n'a rien à voir avec le problème de gouvernance. Rien à voir avec les problèmes de politique intérieure. Prenez le cas de la Centrafrique. La Centrafrique est un État qui est à terre. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on déstabilise encore en Centrafrique? Quoi? Alors voilà un monsieur, alors qu'il y a une amorce d'un processus de réhabilitation de l'État en Centrafrique, un petit rebelle, M. Noureddine Adam, s'élève et menace ouvertement le processus et dit qu'il va stopper ça. On ne le fait rien. Il vit, il est tranquille, il est gardé. Qui le protège? Alors qu'on nous dit qu'on est en train de lutter contre le terrorisme. Donc, voilà autant de mécanismes qui sont mis en œuvre. On n'est donc pas surpris parce que ce se passe en Guinée équatoriale. Voilà, on n'est donc pas surpris parce qu'il se passe en Guinée équatoriale. Il faudrait tout simplement trouver les moyens de déjouer à l'avenir toutes ces tentatives de déstabilisation.